Les amis, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Oriane, pour ton accueil. Merci au groupe Évoque. Merci au Nolinski de nous accueillir. Très heureux de vous retrouver ce soir et de me rendre compte avec beaucoup de joie que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Donc merci pour votre confiance. Ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir François Allu qui nous fait vraiment l'honneur d'être là, d'autant plus que son livre est sorti il y a 11 jours exactement, le 3 octobre. Et lorsque j'ai rencontré François il y a quelques mois, je me suis dit, il ne faut pas laisser passer cette étoile filante. Et lorsque j'ai lu le livre, n'est-ce pas, je me suis dit, c'est extraordinaire de l'avoir. Alors, François, peut-être une première question. On dit souvent qu'une étoile filante façonne et forge une identité au niveau philosophique. Alors tout simplement, quelle est ton identité et qui es-tu ? Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle introduction. Je répondrai de façon tout à fait courte. Je suis François Allu. Bonsoir. Non, je plaisante. Non, la question de l'identité, c'est une question qui est très très large. Je pense qu'on est tous très multiples et qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. C'est beaucoup plus pratique d'être dans une case, de dire bon bah lui c'est le danseur, lui c'est le philosophe, lui c'est la personne qui filme. Et en fait, véritablement, il y a une pluralité chez chacun qui est immense. Je ne vais pas vous raconter toute mon identité si on y est encore demain, mais globalement, pour résumer, moi je me définirais comme un artiste en fait. Un artiste, qu'est-ce que c'est ? À mes yeux, c'est quelqu'un qui conserve volontairement ou involontairement une petite cicatrice toujours un peu ouverte pour garder cet exercice cathartique qui lui permet constamment de transformer ses douleurs, ses peines, ses incompréhensions en un produit matérialisé qui permet aux autres personnes de vivre l'exutoire avec lui. Je crois que c'est comme ça que je me définirais de façon assez succincte. Et alors, en rebondissant sur ta définition, François, tu soulignes que finalement l'artiste est celui qui laisse les plaies ouvertes. Nous avons tous des plaies finalement, nous avons tous nos faiblesses. Finalement, ne serions-nous pas, nous toutes et tous, artistes, d'une certaine manière ? J'ai revu l'interview qu'on avait fait ensemble pour Devenir pour agir, qu'Emmanuel anime, et on était parti sur ce sujet. Et figure-toi que je n'ai pas changé depuis ces quelques mois. Je continue à persister qu'en chacun de nous, il y a un artiste. Simplement, est-ce qu'on a envie de développer ça ou pas ? Est-ce qu'on a envie d'y croire ? Est-ce que... Ça, c'est libre à chacun. Mais oui, moi, je crois fondamentalement que un artiste, c'est aussi quelqu'un qui garde une part de naïveté, une part de tout est possible. Et qui va de moins en moins se limiter en se disant bah non, ça je peux pas parce que j'ai pas les finances, ça je peux pas parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, ça je peux pas parce que. Et qui va se mettre des barrières, c'est quelqu'un qui dit moi j'y vais, je fonce. Et pour moi, il y a des personnes entrepreneurs, et j'en ai dans mon entourage proche, qui sont dits comme des businessmen, qui sont dans l'immobilier, qui sont dans la vente de chaussures, qui sont dans quoi que ce soit, mais qui au fond conservent cette âme d'enfant et qui sont de véritables artistes parce qu'ils ont plein d'idées, ils fourmillent Alors ça pourrait être décrit par certains comme étant des enfantillages ou alors des choses qui ne sont pas essentielles, alors qu'en fait je crois que c'est justement le propre de qui on est, c'est notre singularité. C'est ces espèces de petites aspérités qu'on a tendance à vouloir gommer, effacer parce que la dogme nous dit non, il faut rentrer dans le cadre. Et je crois qu'on s'en rend de plus en plus compte aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus de choses qui émergent. Et quand quelqu'un arrive à sortir quelque chose de très singulier, d'unique, peut-être un peu bizarre, il va forcément être critiqué, mais il va ressortir dans la toile et on va se dire oh, peut-être que moi c'est ça que je veux faire aujourd'hui. C'est passionnant, je voudrais rebondir sur toutes tes phrases, mais je vais me calmer un peu. Mais je vais pas raconter le livre parce que je ne suis pas là pour ça, mais déjà je vous invite vraiment à le lire parce que c'est fabuleux de voir tout ton parcours. Mais je voudrais, j'irai découper ce petit moment que nous passons en 2 temps. Lorsque tu étais à l'opéra et maintenant lorsque tu n'y es plus. Parce que je rappelle que tu nous as tous surpris lorsque le 22 avril 2022, tu as été nommé étoile à l'opéra et le 22 novembre, quelques mois après, tu as démissionné.
j'ai pile poil calculé et tout. C'est ça. Exactement. Faut Non, comprendre. pas du tout. C'est des heureux hasards, tout ça. Mais vas-y, je te laisse poursuivre. Et donc, au moment, pendant que tu étais à l'opéra, je voudrais revenir sur une réflexion que tu fais dans ton livre, en tout cas qui est comme une étoile filante dans ton livre, c'est la notion de perfection. À quel moment peut-on parler de perfection lorsqu'on est danseur étoile? Quelle est la limite de la perfection? Et surtout, la perfection, est-ce vouloir faire sans faille, je dirais sans erreur, ce qui t'est demandé de faire? Ou finalement, la perfection n'est-elle pas d'une autre manière accepter qu'il y ait des erreurs pour grandir encore plus? Grande question philosophique, effectivement, on est au bon endroit. J'aurais tendance à rajouter dans la case de l'identité perfectionniste. Et effectivement, alors on en rigole hein, dans les entretiens d'embauche quand on dit quel est votre défaut, perfectionniste, oh, oh, oh. Mais en fait, véritablement, je pense que ça peut être un défaut. Il y a un côté extrémiste dans le perfectionnisme. Mais le fait d'accepter d'avoir des erreurs, ça montre bien que c'est pas parfait. Donc je crois que, en tout cas, la quête de la perfection, elle est essentielle pour avancer parce que c'est en évoluant chaque jour, en essayant de se dépasser psychologiquement, physiquement, émotionnellement, qu'on est sur un chemin qui mène au bonheur. Mais le jour où on a atteint, entre guillemets, une perfection tangible, c'est-à-dire un titre, vous voyez ce qui se passe, on s'en va. Et je crois que c'est un petit peu, alors je prends une métaphore parce que moi je suis toujours resté un enfant aussi, on a tous joué à des jeux quand on était enfant, des jeux vidéo ou même des jeux de cartes ou quoi que ce soit. Si vous étiez constamment le meilleur à un jeu, vous jouiez une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment on passe à autre chose. Et j'aurais pas la prétention de dire que j'ai fini le jeu de la danse parce que c'est un jeu qui est infini. On peut perfectionner chaque mouvement. J'aurais pu réussir à donner encore plus de texture à mes mouvements, à mes personnages, de créer de la nuance, d'améliorer encore plus mon physique pour qu'il ressemble à une certaine norme. Mais dans mon jeu à moi, en tout cas, j'ai réussi à atteindre le dernier niveau et je me suis dit, c'était génial, c'était formidable. C'est arrivé un petit peu tard. J'aurais pu, si c'était arrivé 5-6 ans plus tôt, en profiter. Certaines personnes, c'est la question qui est très à la mode, on me dit oui, mais est-ce que tu n'es pas un peu une diva et tout? Je suis un artiste, donc oui, je suis une diva. Mais est-ce que je ne suis pas un petit peu une diva? Comme je dis tout le temps, un ingénieur qui va quitter son job ou quelqu'un qui va quitter son job, juste parce qu'il n'a pas tous les yeux braqués sur lui, on ne va pas lui dire que c'est une diva. Or là, il y a quelque chose de l'ordre de oui, mais tu as fait l'opéra, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps en interview, l'opéra c'était gratuit. Alors que mes parents ont payé l'internat et puis moi j'ai peiné pour arriver à cette école. J'ai servi chaque année du mieux que j'ai pu, chaque ballet. Mais il y a un moment, en fait, ma liberté, elle n'a pas de prix et je pense qu'on ne se doit rien. Je ne dois rien au public et ils ne me doivent rien non plus. En revanche, si on va boire un café et tout, on se doit juste du respect, je crois. C'est ça le principal. On s'est éloigné terriblement. Tu peux me rappeler la question initiale? Le perfectionnisme, c'était ça. Donc je crois que la perfection, c'est bien que ça reste une quête. Mais le jour où on estime qu'on a atteint cette perfection, ce qui est complètement subjectif, c'est bien de passer à autre chose et pas s'entêter et surtout ne pas se laisser influencer par le qu'en dira-t-on et par le mais vas-y, mais reste, mais maintenant t'as ce que tu voulais. Bah oui, et donc c'est la raison principale pour laquelle il faut que je débute autre chose parce que la vie, à mon sens, ça reste une expérience. C'est Viktor Frankl qui dit ça, la vie c'est un court instant de pause entre deux instants de mort. Et moi je me dis bah oui, donc profitons quoi. Tu dis que la perfection est une quête. D'une certaine manière, il n'y a pas de perfectionnisme sans l'idée de beauté. Le beau, la perfection conduirait au beau. Quelle définition donnes-tu du beau? Aïe, aïe, aïe. Et finalement, es-tu continuellement, encore aujourd'hui, en quête du beau qui fait grandir? Je pense que comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je suis surtout en quête de sens, plus qu'en quête de beau. L'esthétique, c'est quelque chose qui me touche et j'ai envie de dire que la véritable beauté, c'est quelque chose qui est indicible en fait. La beauté, on la ressent, on ne peut pas forcément mettre des mots dessus. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs avec la danse, c'est que les mouvements peuvent exprimer des choses que les mots ne peuvent pas et vice-versa. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu à cœur et que je continue à développer ça aujourd'hui, à mêler à la fois l'écriture, la voix, la réalisation et en même temps le mouvement. Je crois que ça c'est hyper important. Après, le beau, c'est propre à chacun. On peut trouver un tableau avec beaucoup de violence, des couleurs très dures, très beau parce que ça va nous rappeler à quelque chose. Ça peut même être une scène de violence passée et de se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau de revoir cette scène violente
parce qu'en fait je m'en suis sorti, ou d'autres qui ne vont pas s'en sortir, de se dire cette douleur insoutenable, ah c'était terrible, et en même temps, je ne devrais pas le dire, mais qu'est-ce que c'est bon quoi. Et d'une certaine manière, ça peut faire appel à de la beauté en soi. Donc je crois que c'est vraiment propre à chacun. En ce qui me concerne, moi je cherche surtout du sens aujourd'hui. Et je crois que quand on a, alors ça, c'est le moment candide 100%, mais quand on a un sourire de quelqu'un, quand on a un merci, quand on a juste, même rien, mais qu'on voit qu'on a contribué à façonner le monde avec son œil à soi, et moi j'ai à cœur d'apporter de la lumière dans ces moments d'obscurité, ça rend très heureux. Et je conclurai juste avec une petite anecdote personnelle, parce qu'on en a parlé juste avant, tu m'as dit n'hésite pas avec les anecdotes personnelles. Pendant le confinement, alors qu'il n'y avait absolument rien, peut-être certains ont suivi, d'autres non, mais j'ai fait un petit film dans mon jardin, il se passait vraiment rien du tout, j'ai torturé mes parents pour qu'ils me filment, j'étais le réalisateur le plus odieux du monde, mais qu'importe. Et je me rappelle que les voisins me regardaient, et on est tous passés de la table apéro, clope, charcuterie, à ah bah tiens, il y a un truc qui est sorti, et puis les voisins qui regardaient, hey, tu refais bientôt un petit film, on pourra passer, hein. Et donc on a recréé du lien alors que chacun était enfermé chez soi. On s'est re-questionné sur ce que c'était le collectif, et puis surtout le fait d'avoir des activités dans mon jardin. Peut-être que ça a pu donner naissance à certaines autres activités chez eux, et je me rappelle que leur visage solaire, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi, de me dire ouais, j'ai servi à quelque chose en tout cas. Enfin, j'ai eu l'impression, l'espace d'un instant. Tu parles de la quête de sens. Il n'y a pas de danse sans adéquation entre le corps et l'esprit. Lorsque tu dansais, finalement, quel était le sens que tu cherchais à incarner à travers la danse? Alors, tout dépendait du propos que je servais, forcément. En fait, c'est assez bizarre. Je dirais qu'il y a plusieurs types de danseurs. Il y a les danseurs qui vont être instinctifs, ce que je suis initialement. Et j'ai fait une rencontre d'un homme très intelligent qui s'appelle Samuel Murez, qui a monté sa compagnie 3e étage. C'est un mec brillant et qui est à la fois un artiste et en même temps très cérébral. Et il m'a inculqué cette part de cérébralité où j'ai commencé à mettre des mots sur mes pensées. J'ai commencé à apprendre à gérer j'en parle dans le bouquin, comment on gère ses pensées parasites quand on est en stress, quand il y a une assemblée qui nous regarde et qu'on pourrait dire n'importe quoi et qu'en plus c'est filmé et que ça va rester. Comment on fait pour se préparer à tout ça? Et d'un coup, je suis passé de danseur, parce que je suis quelqu'un d'extrémiste sans forme politique, je suis passé de quelqu'un d'hyper instinctif à quelqu'un d'hyper cérébral. C'est-à-dire que chaque chose était millimétrée, parce qu'un jour, lors d'un concours, alors que je m'élançais pour faire mon premier saut, mon costume a commencé à me gêner, parce que je ne sais pas, c'était trop serré. Donc j'ai fait ce mouvement-là, j'ai commencé à être déstabilisé, et tout le reste de la variation, ça aussi j'en parle dans le bouquin, il y a un tas de pensées du genre qu'est-ce que je vais bouffer ce soir alors que je suis en train de passer un concours que j'ai préparé comme un malade mental et je suis en train de le ruiner pendant une minute parce que je ne suis pas là, parce que je me regarde d'au-dessus. Et donc grâce à cette stratégie de concentration, j'ai réussi à bien mieux réussir. Mais le problème de ça, c'est qu'au fur et à mesure, quand on me disait oh, ça doit être génial d'être dans les airs et puis de ressentir ça et tout, mais la vérité c'est que oui, l'espace d'un instant quand on est en l'air c'est la meilleure partie, mais l'impulsion et le décollage, un peu comme dans la vie, il y a de la fibre musculaire qui se déchire. Et tout comme dans la vie, quand on est en train de progresser, on se déchire aussi un petit peu de l'intérieur. Et je sais que danser, plus ça avançait, plus c'était de la douleur en fait finalement. Et j'ai déconnecté la danse du plaisir, alors que pourtant les neurones miroirs fonctionnent. Hein, quand on prend du plaisir, les gens prennent du plaisir aussi. Là, j'arrivais quand même à en donner parce que j'étais concentré, je dirais, mais je ne ressentais pas des sensations positives. Ça me faisait plutôt très mal et c'était très dur. En fait, depuis tout à l'heure, on parle de la danse, on va passer à la deuxième partie, mais quelle définition donnes-tu de danser? Danser, pour moi, comme je le dis dans le livre, en fait, c'est plus une philosophie. Enfin, c'est celle que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est la philosophie du mouvement. C'est le fait de jamais stagner, de toujours vibrer. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On est sur une Terre qui tourne et on a nos atomes qui sont en permanence en train de bouger. Donc, on a beau dire non, mais là, je ne veux plus rien faire, il se passera quand même quelque chose. Donc, moi, je dis toujours, je préfère agir sur ma vie plutôt qu'elle agisse sur moi parce que de toute façon, je vais devoir souffrir. Donc, autant que je me dise, ça va être dans cette direction. Moi, j'ai un peu choisi ce qui allait m'arriver et c'est ça qui va me faire grandir. Donc voilà, je dirais que la danse, c'est principalement ça. Et puis, aujourd'hui, la danse, elle a une autre place dans ma vie. Là, je vais donner mes dernières dates, les 22 et 23 décembre au Trianon du spectacle Complètement Jeté,
qui a été à la fois adoré, où j'ai eu des gens qui étaient en larmes et qui m'ont dit mais merci, ça m'a apporté tellement de solutions à ma vie, et d'autres qui m'ont dit c'est le pire spectacle que j'ai jamais vu et qui sont partis. Je me suis dit bon. Et en même temps, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que ça vient toucher On a eu des commentaires quand même sur une adresse mail, donc je veux dire, il faut aller prendre le temps d'écrire sur un mail, de se dire un dimanche, attends, je vais écrire un commentaire en disant que j'ai détesté. Voilà. C'est que généralement, on a touché à quelque chose qui dérange un petit peu. Donc pour moi, c'est un spectacle qui a été réussi. Et je me suis rendu compte que dans ce spectacle, là, je me suis vraiment fait plaisir dans l'écriture, dans la gestuelle. Mais le commentaire récalcitrant, c'était bon, bah, c'était super, mais on aurait aimé vous voir danser un peu plus. Et donc je me suis dit, bon, pendant longtemps, j'étais, ah non, mais c'est mon spectacle, je fais comme je veux. Et en même temps, j'ai à cœur, en tant que spectateur, quand je vais voir un spectacle ou que je lis un livre, il y a des choses que j'ai envie d'avoir, quoi. Enfin, je veux dire, on va voir un danseur de l'opéra, on s'attend à de la danse. Et donc là, pour ces dernières dates, je me suis dit, il faut que j'arrive à me restimuler, parce que juste refaire le même spectacle, ça ne m'intéresse pas. Et donc pour ces dernières dates, on va recréer spécifiquement des nouveaux solos, un peu plus longs, on va remettre un peu de danse, et je vais mettre des passages du livre dans le spectacle. Pour que, moi, ça va m'exciter de nouveau, parce que j'avais perdu un petit peu cette flamme, et je me suis dit, ok, comment tu peux de nouveau avoir envie? Et là, j'ai eu le coup de fil aujourd'hui, je me suis avec mon coproducteur, et j'ai dit, ok, on va faire ça. Et là, de nouveau, j'ai envie de reprendre ce seul en scène et d'enflammer la piste. Les amis, c'est un beau cadeau de Noël que vous pouvez offrir à vos amis. François, je passe à la deuxième partie de cette petite interview sur la notion et le concept de liberté. En fait, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, il y a d'une certaine manière deux sortes de liberté. Tu avais une liberté lorsque tu dansais, et à la fois pas tant que ça, parce que tu devais incarner un personnage, etc. Et puis, tu as pris la liberté de partir, de démissionner. Alors tout le monde s'est dit, mais tu avais tout pour toi, tu étais arrivé au sommet du succès. On va reparler tout à l'heure de cette notion aussi. Mais quelle est la part de liberté que tu t'es, je dirais que tu t'es offert pour prendre finalement cette décision? Et d'un autre côté, est-ce que ton libre arbitre ne s'est pas fait influencer d'une certaine manière par tous les artefacts qui pouvaient finalement t'empêcher de continuer? Alors, première chose, donc, c'était par rapport à la... Il faut que tu me dises à la liberté. Alors tout d'abord la liberté pendant que tu dansais. Question, ça, il y a eu un court-circuit. Pendant que tu dansais. Pendant que je dansais, la liberté. Alors sur scène, j'avais une partition chorégraphique souvent assez précise. Quand je travaillais avec des chorégraphes invités vivants, il n'y a jamais eu de problème parce qu'en fait, il y avait un dialogue et le but, c'était de faire ensemble le meilleur spectacle possible. Et quand je proposais quelque chose que moi j'adorais et que le chorégraphe n'aimait pas, on en discutait et la personne m'expliquait par un justificatif très précis pourquoi ça n'allait pas. Et j'avais aucun souci à dire, pas de problème, je m'adapte. Le souci, c'était sur les ballets classiques. En fait, on donne régulièrement des variations de Nourieff. C'est des variations qui n'ont pas été touchées. Et chaque maître de ballet a sa version dans sa tête de ce qui est la version ultime de Nourieff. Mais il en a donné plein. Et encore une fois, la danse, c'est la philosophie du mouvement, donc tout bouge. Et je pense que si Nourieff, aujourd'hui, voyait comment la danse a évolué et qu'on donne encore ces chorégraphies exactement comme elles sont, vu l'énergumène, vu la singularité du chorégraphe, je pense qu'il dirait assez dommage qu'ils n'aient pas perpétré mon état d'esprit, mais plutôt juste mes chorégraphies. Ou je me trompe peut-être totalement, parce que je ne vais pas parler à la place d'un mort. Hein. Ça se trouve, il va se dire, c'est très bien que ça reste exactement comme ça, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai l'impression, au travers de ce que j'ai vu de Nourieff, que c'est un révolutionnaire. Il a rajouté plein de variations dans les ballets où les hommes étaient juste des simples porteurs. C'est quelqu'un qui voulait faire avancer les choses. Donc moi, ma part de liberté, c'était de me dire, mais on est au XXIe siècle, il y a Netflix, il y a l'intelligence artificielle, il y a des danseurs dans le monde entier qui font des choses incroyables. À mon sens, en tout cas quand moi je signais le spectacle, ma performance, je ne voulais pas restituer exactement ce qui avait déjà été fait. Ça allait être fait par d'autres danseurs qui le font divinement bien en plus. Et c'est un art de savoir exécuter au doigt et l'œil. Moi, je ne suis pas bon pour ça. Et c'est tout à fait noble et respectable de mes collègues. D'ailleurs, j'adorais les voir danser aussi. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je suis un créateur. Et donc, ce que je voulais, c'était conserver évidemment en grande partie la chorégraphie. Mais quand il y avait une spécificité, un saut, si j'étais capable de le rendre encore plus complexe, de transformer l'enchaînement pour faire encore plus lever les foules, bah, je le faisais. Donc là, je prenais effectivement une petite part de liberté. Après, c'est la deuxième question. Au moment du départ, tu as pris la liberté de partir. J'ai pris la liberté de partir parce que déjà, j'ai été énormément contraint par plein de raisons. Déjà, il y avait la famille qui me disait « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et c'était
toutes les craintes, tout le levier de crainte qui était activé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gagner ta vie? Où est-ce que tu vas aller? Panique. Et puis qu'est-ce que va penser le public? Qu'est-ce que vont se dire les gens? Et donc j'ai vécu un enfer à l'intérieur en me disant mais j'y vais pas. Après on m'a proposé le titre d'étoile alors que j'avais dit juste avant à ma directrice 2 semaines avant que je voulais plus être étoile. Et là on me le donne. Je me dis mais je peux pas dire j'accepte parce que j'ai dit non il y a 2. Enfin c'était un bazar sans nom dans ma tête. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je me suis dit à accepter ce titre. C'est dingue de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est que je me suis dit, en fait, tu l'auras toute ta vie, ce titre. Et ça va te permettre de faire plein de choses. Mais comme j'en parle dans le livre, j'ai fait un pacte avec le diable, véritablement. Lucifer, c'est le porteur de lumière. Et quand on lui prend de sa lumière, il vous la donne, mais rien n'est gratuit, tout est compris. Ça a coûté cher. Je ne vais pas spoiler ce qu'il y a dans le livre, mais j'en ai payé les conséquences. Et finalement, le départ, il s'est fait parce que je me suis dit, déjà, je suis plus au même niveau que quand j'avais 25, 24 ans, plutôt même 20 ans. Et c'est très dur de se voir descendre. Et je me suis toujours fait une promesse, c'est que quand je voyais des grands danseurs étoiles qui, sur la fin, commençaient à descendre, moi, je me disais, c'est tellement dommage, en fait, de partir en étant moins bon que ce qu'ils ont pu l'être. Et moi, je commençais à sentir cette descente et je me suis toujours dit, le jour où tu commences à vaciller comme ça et puis à moins être performant, à mon sens, c'est pas respectueux pour le public et donc tu dois partir. Donc en fait, c'est loin d'être un caprice de diva. C'est plus au contraire un truc respectueux pour le public parce que si les gens veulent juste me voir, on peut se voir et on peut aller prendre des cafés. S'ils veulent me voir, ils vont continuer à me voir parce que sur les réseaux, je vais continuer à créer. Je vais probablement évoluer dans le milieu audiovisuel aussi, dans le monde de l'écriture. Donc, s'ils veulent voir les performances en revanche qu'ils ont vues quand j'étais plus jeune, ça malheureusement je peux plus. Et en fait, en vérité, aucun danseur ne peut délivrer ce qu'il donne quand il a 20-25 ans parce qu'il y a une histoire de physique. Moi, mon corps, il s'est vraiment érodé. J'ai à peine 30 ans, j'ai déjà de l'arthrose. Alors, je me plains pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment donné 2000% à chaque fois que j'étais en scène. Et on m'a dit, mes managers, mais tranquille, sur cette partie, vas-y plus doucement. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire plus doucement? En fait, les gens, ils ont payé. Moi, quand je prends toujours je fais toujours le lien avec la restauration parce que j'adore manger. Quand on s'offre un super beau resto, un étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, qu'importe, et qu'on arrive et que c'est pas mal, mais il y a un truc surgelé au milieu, on se dit, oula, on dit, ah désolé, mais là, sur cette partie, ils ne sont pas donnés à fond, quoi. Moi, je ne vais pas être content. Donc, j'essaie de transmettre aux autres ce que j'aimerais bien qu'on me transmette aussi, quoi, voilà. Tu es arrivé au sommet lorsque tu as été nommé danseur étoile, tu arrives au sommet du succès, si je puis dire. Quelle définition donnes-tu du succès? Et psychologiquement, comment l'as-tu vécu? Alors, la définition du succès, selon moi aujourd'hui ou selon moi à l'époque? Les deux. Les deux. Alors, Oui. le François jeune à l'époque, c'était de se dire, j'ai envie d'être danseur étoile, j'ai envie d'être acclamé, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de briller. Aujourd'hui, pour moi, le succès, c'est de se dire, j'ai des amis sur qui je peux compter, j'apprends et j'évolue tous les jours, et malgré l'adversité, je garde la tête haute et j'arrive à avancer. Et malgré les rafales de critiques ou de pics, quels qu'ils soient, je vais vaciller, ça va être difficile, je vais avoir des moments très durs, mais c'est pas grave, je vais continuer à avancer. Voilà. Pour moi, ça c'est le succès, c'est plus forcément d'être dans la lumière. Après, j'ai toujours ce besoin de reconnaissance, hein, je me considère toujours artiste, je garde toujours cette cicatrice, donc voilà. Et puis le succès aussi pour moi, c'est réussir à se libérer véritablement du quand dira-t-on et de s'assumer tel qu'on est, avec ses aspérités, avec ses défauts, avec le fait de dire oui, j'ai besoin de reconnaissance. Et aujourd'hui, on se dit oula, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire mais vous inquiétez pas. Il y a des gens déjà qui m'ont dit ça une fois après une conférence. Mais vous savez, nous, on vous aime toujours. Et non, mais ça va, vous inquiétez pas. Je ne suis pas à plaindre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mon driver, quoi. C'est-à-dire que quand je m'imagine, comme Sapiens, hein, de façon générale, hors de la meute, il y a la peur de la mort qui arrive tout de suite. Et donc la peur de ne plus exister. Et donc, oula, d'un coup, il y a le palpitant qui s'active. Et là, je vais me bouger. Mais dès le moment où je me dis, bon, en fait, j'ai de l'argent, j'ai de la notoriété, j'ai de la célébrité, ce qui s'est passé à un moment de ma vie, j'ai pris 10 kilos, j'avais plus envie de rien. Je me posais des questions existentielles en me disant, mais qu'est-ce qu'on fout ici, quoi?
Ah, c'est bon, j'ai même pas 30 ans, j'ai déjà fini ce que je voulais. Bon, bah, j'ai plus de rêve, ok, bon, bah, je vais attendre dans mon canapé que ça passe, quoi. C'est un peu triste. Donc, je crois que le succès, c'est ça, et c'est la capacité aussi de tout le temps se réinventer, de toujours rêver et d'aller presque, en tout cas pour moi, c'est un des moteurs quand on dit non, mais ça, c'est impossible, ou oh, c'est pas une super idée, ça, je crois. Là, je plonge et je me dis, ok, on va travailler et ça va être un chemin intéressant. Cette notion du succès, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et tu viens de dire, voilà, tu continues à rêver, tu continues à avoir des projets. Ce sera ma dernière question avant de vous passer le micro, cher public. Mais aujourd'hui, François, quel est le sens de la responsabilité que tu as? Cette notion de la responsabilité, tu as quitté l'opéra, tu as quitté tout ce que tu faisais avant, et maintenant tu innoves, tu as de nombreux projets, tu interviens dans les entreprises, etc. Qu'attend le monde de toi aujourd'hui et qu'attends-tu de lui? Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'attends rien de personne et je pense qu'on ne doit pas attendre quoi que ce soit de moi. En tout cas, si les gens ont des attentes, je ne peux pas avoir de prise là-dessus. J'espère qu'ils seront heureux de ce que je vais proposer. Moi, à ce jour, comme je l'ai dit, effectivement, il y a le fait d'aller dans les entreprises et de redonner du sens, parce qu'en fait, il y a plein de personnes, et peut-être que vous en faites partie, qui sont dans une déperdition totalement de sens et qui ont des soucis de santé mentale. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez présent. Une petite stat, je déteste les statistiques, mais j'en donne quand même une. Il y avait 67% des Français en 2023 qui avaient envie de quitter leur job parce qu'ils ne trouvaient plus de sens dans ce qu'ils faisaient. Et moi, ça m'est arrivé un tout petit peu plus tôt. Et donc, j'ai à cœur de dire, ok, comment on fait pour se réinventer? Comment on fait pour... En fait, je fais ce que je faisais dans les théâtres, mais maintenant dans les entreprises, parce que finalement, dans les entreprises, certains conférenciers passent, ils racontent leur expérience, questions-réponses. Mais en fait, moi, je me suis vraiment, grâce au confinement, posé des questions de pourquoi j'étais si malheureux. Et j'y ai trouvé des réponses. Et donc, j'ai à cœur de pouvoir les partager. Et j'ai envie de continuer aussi cette activité artistique. Donc là, par exemple, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'écris des poèmes sur des thématiques. Là, je suis en train d'écrire quelque chose sur, ça s'appelle l'affamé. Et je parle en fait des soucis qu'on peut rencontrer quand on est tout en haut de la chaîne, comme on est tout en bas. Et finalement, il y a énormément de similarités. Ça peut paraître très bizarre, mais notamment, je ne vais pas tout révéler, mais la solitude, en fait. Quand on est PDG d'une énorme boîte et qu'on est constamment, on est avec tout le monde, mais en même temps, on peut être avec personne, on peut passer à côté de sa vie, tout comme quelqu'un qui va être seul sur son matelas. Bon, bref. Et j'ai à cœur d'apporter mon point de vue là-dessus, d'une manière un petit peu singulière et toujours avec une proposition un peu rêvée, un peu fantasmagorique, mais qui, va savoir, peut-être va germer un jour dans l'inconscient de quelqu'un et se dire tiens, c'est cool, et si on pouvait monter une association en faisant ça et ça, on pourrait faire rencontrer par exemple des CEO et des SDF. J'en sais rien, je dis ça comme ça, mais pourquoi pas? Et je crois que c'est un peu aussi le rôle de l'artiste, c'est il va pas aller sur le terrain directement et il va pas aller coder sur les machines, mais c'est quelqu'un qui va apporter des idées. Alors il peut le faire sous forme de conférence, il peut le faire sous forme de film, mais en tout cas moi mon rôle aujourd'hui c'est de continuer à faire vibrer, à faire rêver et puis à faire passer la lumière, quoi.